Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Star Wars Unlimited, un jeu qui vient d'être édité en 2024 par Fantasy Flight Games et qui est distribué au Canada par Asmodée Canada. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé ce kit de démarrage qu'on puisse essayer le jeu et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Daniel Sheffer qui se joue uniquement à 2 joueurs, c'est donc un jeu duel et les parties vont durer environ 20 minutes. Le but du jeu est de détruire la base de son adversaire pour l'emporter. C'est un jeu de cartes à collectionner, donc on doit acheter des boosters avec des cartes qui sont distribuées de façon aléatoire. On doit se construire un deck avant la partie pour jouer avec celui-ci, ou bien on peut jouer évidemment avec les decks qui sont dans le kit de démarrage, qui sont des decks de base. C'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs, de style duel, qui peut nous faire penser à des jeux comme Magic ou Lorcana. Alors, Star Wars Unlimited, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est le premier lundi du mois, on va lancer notre concours du lundi pour le mois de mars 2024, dans lequel vous pourriez gagner un kit de démarrage Star Wars Unlimited. La première chose à faire si on veut jouer à Star Wars Unlimited est de se fabriquer un deck avant la partie. On doit respecter certaines règles pour former son deck. Tout d'abord, les joueurs doivent se choisir une carte de leader ainsi qu'une carte de base. Et par la suite, ils vont se construire un deck de cartes d'au minimum 50 cartes. Et parmi les 50 cartes de notre deck, les joueurs n'ont pas le droit de mettre plus de 3 exemplaires d'une même carte. Dans le jeu, on retrouve 6 couleurs de cartes qui sont associées aux 6 symboles d'affinité qu'on retrouve sur les cartes. Lorsqu'un joueur choisit son leader et sa base, il va recevoir un total de 3 symboles d'affinité. Par exemple, le joueur qui choisit Luke Skywalker a l'affinité bleue et l'affinité blanche. Et en choisissant cette base, il va avoir l'affinité jaune. Alors que le joueur qui incarne ici Darth Vader va avoir l'affinité noire, l'affinité rouge ainsi que l'affinité verte. Les joueurs sont donc encouragés à prendre des cartes qui auront les 3 symboles d'affinité de leur leader ainsi que de leur base pour former les cartes qui iront dans leur deck. Mais les joueurs pourraient choisir de placer n'importe quelle carte à l'intérieur de leur deck, même des cartes qui sont en dehors des affinités de leur leader et de leur base. Par contre, ces cartes vont leur coûter des pénalités de ressources à jouer pour chaque symbole d'affinité manquant. Chaque affinité, donc chaque couleur de carte, est aussi associée à certaines habiletés de base pour cette couleur. Par exemple, les cartes bleues de l'affinité Vigilance sont souvent des cartes avec des habiletés défensives ou qui permettent de soigner nos personnages et de protéger notre base. Les cartes vertes de l'affinité Commandement sont souvent des cartes qui vont nous permettre de placer plus de personnages rapidement en jeu et de prendre le contrôle des zones de combat. Et ce sont aussi des cartes qui peuvent nous donner des habilités pour gagner nos ressources plus rapidement dans la partie. Les cartes rouges de l'affinité agressivité sont des cartes qui ont un gros potentiel offensif pour attaquer et des effets de cartes qui vont pouvoir endommager les personnages adverses. Les cartes jaunes de l'affinité ruse sont des cartes très versatiles avec des effets diversifiés qui pourraient nous sortir de différentes situations. Les cartes blanches de l'affinité héroïsme sont associées aux personnages de l'univers de Star Wars qui sont du côté lumière de la force et ce sont souvent des cartes qui auront des effets de coopération et de soutien lorsque ces cartes attaqueront. Et finalement, les cartes noires de l'affinité infamie sont associées aux personnages de l'univers de Star Wars qui sont du côté obscur de la force et ce sont souvent des effets destructeurs qui sont associés à ces cartes. Une fois que notre deck est construit, on est prêt à faire la mise en place pour la partie. Les joueurs vont donc placer leur carte leader à l'horizontale devant eux dans leur zone de jeu, ainsi que leur carte base. Ils vont mélanger les cartes de leur deck et piocher 6 cartes pour former leur main de départ. On va faire une réserve avec les jetons de points de dégâts ainsi que les jetons action épique utilisés et on va les placer au centre de la table. Et ensuite, on va déterminer un premier joueur au hasard et on va lui remettre le jeton d'initiative. Après avoir pioché leurs 6 cartes, les joueurs vont les consulter et s'ils ne sont pas satisfaits de cette même carte, ils peuvent faire un mulligan, c'est-à-dire qu'ils vont replacer ces 6 cartes à l'intérieur de leur deck, ils vont le remélanger et ils vont repiocher une nouvelle main de 6 cartes, mais s'ils le font, ils seront obligés de jouer avec cette deuxième main.
Ensuite, les joueurs doivent choisir 2 cartes parmi les 6 qui sont dans leurs mains et vont aller placer ces cartes face cachée dans leur zone ressources. Ces 2 cartes seront donc utilisées comme des ressources pour toute la partie, ce qui va faire que les joueurs vont commencer avec une main de 4 cartes. Une partie de Star Wars Unlimited se joue en plusieurs rounds. À chaque round, en commençant par le joueur qui est le premier joueur, on va commencer la phase d'action dans laquelle les joueurs vont jouer une action à tour de rôle jusqu'à temps que les 2 joueurs passent leur tour. Les actions vont permettre aux joueurs d'utiliser les ressources de leur zone ressources pour pouvoir jouer les cartes de leurs mains pour les déployer sur les champs de bataille terrestres et spatiales, ou bien pour jouer des cartes événements qui auront des effets instantanés, ou bien jouer des cartes amélioration qui pourront augmenter les effets des cartes personnages qui sont en jeu. On pourra aussi utiliser des actions pour activer les habiletés de nos cartes personnages ou bien de notre carte leader. Et on pourra utiliser des actions pour faire attaquer nos personnages sur les personnages adverses ou bien sur la base de notre adversaire pour tenter de la détruire. Et on peut aussi prendre une action pour aller réclamer le jeton d'initiative, ce qui va nous assurer de jouer en premier lors du prochain round. Lorsque tous les joueurs auront passé dans la phase d'action, on va passer à la phase de regroupement. C'est là que les joueurs vont piocher 2 cartes de leur deck. Ils vont aussi pouvoir placer une des cartes de leur main dans leur zone ressources pour augmenter le nombre de ressources qu'ils vont avoir pour jouer des cartes de plus en plus puissantes. Et c'est aussi dans cette phase que les joueurs vont pouvoir redresser toutes leurs cartes ressources ainsi que leurs cartes personnages ou leaders qui sont en jeu et qui avaient été inclinés lors du round précédent. Et on va continuer à enchaîner des rounds jusqu'à temps qu'un des 2 joueurs réussisse à détruire la base de son adversaire qui a 30 points de vie. Et lorsque ça va arriver, ce joueur va immédiatement remporter la partie. Chaque round se sépare en 2 phases de jeu. La première phase est la phase d'action. En commençant par le joueur qui possède le jeton d'initiative, ce joueur va prendre une action et ensuite on va alterner d'un joueur à l'autre une action jusqu'à temps que les joueurs décident de passer leur tour. Et lorsque les 2 joueurs auront passé, cela mettra fin à la phase d'action. Dans la phase d'action, les joueurs ont le choix entre 5 actions différentes. Ils peuvent prendre une action pour jouer une carte de leur main en payant les coûts en ressources, en inclinant les cartes ressources de leur zone ressources. Ils peuvent décider d'activer l'effet d'une carte qui est en jeu. Par exemple, je pourrais activer la carte leader de Luke Skywalker en prenant son action. Je pourrais aussi utiliser des actions pour incliner mes unités pour les faire attaquer les unités adverses ou bien la base de mon adversaire. Je peux aussi prendre une action pour prendre le jeton d'initiative ou je peux prendre une action pour passer. Tout d'abord, regardons l'action de jouer des cartes, qui est l'action principale qui va nous permettre de déployer les cartes qui sont dans notre main pour faire différents effets et placer des unités en jeu. On retrouve sur les cartes dans la bannière jaune dans le haut le coût de la carte en ressources. Donc ici, si je veux jouer la carte R2D2, je dois payer un coût d'une ressource. Puisque c'est une carte de l'affinité blanche et que mon leader a l'affinité blanche, à ce moment-là, je n'ai pas de pénalité de ressources pour jouer cette carte. Donc son coût réel sera d'une seule ressource. Si j'avais placé dans mon deck une carte ici de l'affinité noire infamie, et on voit que cette affinité n'est pas sur ma carte de leader ni sur ma carte de base, à ce moment-là, je n'ai pas ce symbole, je dois payer la pénalité d'affinité qui est de 2 ressources supplémentaires. Donc si j'ai placé cette carte dans mon deck et que je veux la jouer, je devrais payer son coût de 2 ressources plus la pénalité de 2 ressources puisque je n'ai pas de symbole d'affinité noire. Donc cette carte me coûterait 4 ressources pour pouvoir la jouer dans cette situation. Si je veux jouer R2D2, je vais incliner une de mes cartes ressources. Donc, quand les cartes sont redressées, cela va dire qu'elles sont disponibles à être utilisées. Et lorsqu'elles sont inclinées à 90 degrés, cela va dire que cette carte a été utilisée dans ce round et que je ne pourrai pas la réutiliser de nouveau. Donc, je paye ma ressource pour pouvoir déployer l'unité R2D2. On va aller regarder dans le haut de la carte si c'est une unité terrestre ou une unité spatiale pour la placer dans la bonne arène de combat. Comme R2D2 est une unité terrestre, je vais aller le placer dans la zone qui est à gauche de mon leader et de ma base, qui est l'arène terrestre. Et lorsqu'on place une unité en jeu, elle va arriver en jeu inclinée. Les cartes d'unités qui représentent des personnages uniques de l'univers de Star Wars, comme la carte R2D2 ou bien la carte C3PO, on voit qu'il y a une petite étoile juste avant leur nom pour indiquer que ce sont des cartes uniques. Une carte unique, on ne peut pas en avoir plus qu'une en jeu de déployer. Donc, si j'avais une autre carte R2D2, je ne pourrais pas la jouer présentement puisque j'ai déjà une de ces cartes en jeu.
On retrouve plusieurs caractéristiques sur les cartes. On voit qu'il y a 2 symboles dans des bannières de couleur. Donc, dans la bannière rouge, c'est la force de l'unité, donc sa puissance. Donc, si R2D2 a 1 de puissance, c'est sa valeur d'attaque. Et ce qui est dans la bannière en bleu, ce sont les points de vie de cette unité. Donc, R2D2 a 4 points de vie. On retrouve aussi des mots-clés qui sont au centre de la carte. Donc, ici, R2D2 est une carte rebelle, est une carte droïde. Donc, si jamais on joue des cartes qui vont faire référence à ces mots-clés, cela pourrait influencer certains effets de carte. Et on retrouve aussi dans le bas de la carte certaines habiletés. Donc ici, R2D2 a une habileté lorsqu'on va le jouer ou lorsqu'il va attaquer. Comme je viens de le placer en jeu, je vais activer son habileté qui me dit d'aller regarder la première carte de mon deck. Ici, on voit que c'est la carte de la princesse Leia. Et si je veux, je peux replacer cette carte sous mon deck. Je vais décider de la laisser sur le dessus. Il existe 3 types de cartes qui peuvent se retrouver dans notre deck. Premièrement, on a des cartes unités qui vont être placées sur les 2 zones de combat terrestre et spatiale de notre zone de jeu et qui vont rester en jeu tant qu'ils n'auront pas été vaincus. Le deuxième type de cartes sont les cartes événements. Donc les cartes événements, lorsqu'elles vont être jouées, on va appliquer l'effet qui est sur la carte et par la suite, la carte va être placée dans notre défausse. Et finalement, le troisième type de cartes sont les cartes amélioration. Lorsqu'on va jouer une carte amélioration, on doit attacher cette carte à une de nos unités en jeu. Donc, je pourrais jouer la carte résilience sur R2D2, ce qui augmenterait son nombre de points de vie de 3. Et lorsque R2D2 sera vaincu, les 2 cartes à ce moment-là seront placées dans notre défausse. Le deuxième type d'action qu'on peut faire est d'activer l'habileté d'une de nos cartes dans notre zone de jeu, soit une carte unité ou bien notre carte leader. Certaines cartes vont demander de payer un coût pour pouvoir utiliser une habileté. C'est le cas de l'habileté de mon leader Luke Skywalker. On voit qu'il y a le mot-clé action sur la carte et on voit qu'il y a un coût de 1 ressource. Donc si je veux utiliser son habileté, je dois payer une ressource de ma zone de ressources et je dois incliner la carte. Donc je peux seulement utiliser l'habileté une seule fois par round. Et son habileté me permet d'aller placer un jeton de bouclier sur une unité que j'ai jouée dans cette phase d'action. Donc je pourrais aller placer ici un jeton de bouclier sur R2D2. C'est une unité qui doit être de l'affinité blanche, donc de l'affinité héroïsme, ce qui est le cas de R2D2. On n'a pas de jeton de bouclier en tant que tel dans le kit de démarrage, donc on peut utiliser n'importe quoi pour représenter le jeton de bouclier. Ici, représentons-le par un cube blanc. L'effet du jeton de bouclier est de protéger l'unité de la prochaine source de points de dommage qu'il va recevoir. Donc la prochaine attaque ou la prochaine carte qui va lui infliger des dégâts sera annulée et à ce moment-là, on va défausser le jeton bouclier. Certains effets de carte pourraient aussi nous dire de placer une carte expérience sur une unité. À ce moment-là, on va prendre une des cartes expérience qu'on avait dans notre kit de démarrage et on va aller la glisser sous l'unité. Donc cela va compter comme une amélioration qui va lui donner 1 de puissance et 1 point de vie. Une autre action qu'on peut faire est de réclamer le jeton d'initiative et on peut faire cette action même si on est déjà en possession du jeton d'initiative. Lorsqu'on fait cette action, on s'assure donc d'être le premier joueur au début du prochain round de jeu. Par contre, un joueur qui a pris l'action de réclamer le jeton initiative n'a pas le choix de passer tous ses prochains tours de jeu dans cette phase d'action. On peut évidemment prendre des actions pour faire attaquer nos unités qui sont dans nos arènes de combat. On va revenir un peu plus tard avec un exemple de combat. Et finalement, la 5e action qu'on peut faire dans la phase d'action est de passer son tour. Lorsqu'on passe notre tour, ça va tout simplement aller autour de notre adversaire immédiatement et lorsqu'il aura joué son tour, ça va revenir à nous. Donc on peut décider de rejouer une action à ce moment-là, même si on a passé au dernier tour. La seule exception, c'est si on a réclamé le jeton d'initiative, à ce moment-là, on n'a pas le choix de passer tous nos tours de jeu futurs dans ce round. Et lorsque les 2 joueurs auront passé leur tour de façon consécutive, à ce moment-là, ça va mettre fin à la phase d'action. On va alors passer à la phase de regroupement. Premièrement, les joueurs vont aller piocher 2 cartes de leur deck pour les ajouter à leur main de carte. Ensuite, ils peuvent prendre une des cartes de leur main et la transformer en ressource pour le reste de la partie. Donc, je pourrais transformer C3PO qui va nous servir à devenir une ressource. Et on va ensuite incliner, plutôt redresser toutes nos cartes dans notre zone de jeu. Donc, toutes nos cartes ressources, ma carte de leader que j'avais utilisé son habilité et toutes mes unités. Donc, toutes mes cartes seront redressées et prêtes à être utilisées au prochain round. Si jamais un joueur doit piocher des cartes de son deck et que son deck est épuisé, à ce moment-là, chaque carte qu'il ne peut pas piocher va infliger 3 points de dégâts automatiquement à sa base. Et maintenant, on est prêt à commencer le prochain round avec le joueur qui a le jeton initiative qui va débuter la phase d'action. Regardons maintenant l'action de combat qui est au cœur du jeu puisque le but est de détruire la base de notre adversaire.
Pour faire l'action d'attaquer, une unité doit être redressée et comme action, son propriétaire va l'incliner pour pouvoir faire une attaque. Donc ici, Darth Vader pourrait décider d'incliner son Stormtrooper pour aller attaquer. L'attaquant doit ensuite choisir une cible parmi les unités qui sont dans le même arène de combat. Donc ici, c'est une unité terrestre, donc il pourrait attaquer des unités terrestres de son adversaire ou bien il pourrait décider d'attaquer directement sa base. Les unités terrestres ne peuvent pas attaquer les unités spatiales et vice-versa, les unités spatiales ne peuvent pas attaquer les unités terrestres. Comme R2-D2 a un bouclier, on va décider d'attaquer directement la base de notre adversaire. Donc, on va regarder la puissance de l'unité qui est de 3 et on va aller infliger 3 points de dégâts sur la base de Luke Skywalker en plaçant des jetons de dégâts dessus. Et maintenant, c'est au tour de Luke Skywalker. Il va prendre une action pour faire attaquer son vaisseau qui est ici. On va donc l'incliner. Je peux choisir d'attaquer le TIE Fighter ou bien d'attaquer la base de mon adversaire. Je vais décider d'aller attaquer son unité spatiale. Lorsqu'on attaque une autre unité, les deux unités vont s'attaquer de façon simultanée. Donc ici, je vais regarder que le vaisseau de l'Alliance a 2 de puissance. Il va donc infliger 2 points de dégâts sur le TIE Fighter. Et le TIE Fighter a 2 de puissance lui aussi. Il va infliger simultanément 2 points de dégâts sur le vaisseau qui est ici. Donc on va placer les points de dégâts sur les deux cartes. Ensuite, on va regarder si les unités ont été détruites. Donc ici, le vaisseau a 3 points de vie. Il a seulement 2 points de dégâts, donc il a encore 1 point de vie. Il va donc rester en jeu. Mais le TIE Fighter a seulement 1 point de vie. Il a reçu 2 points de dégâts. Donc à ce moment-là, cette carte sera vaincue et on va aller la placer dans la défausse de son propriétaire. De plus, le vaisseau a l'habileté Restauration 1. Lorsqu'il est attaquant, il va soigner 1 point de dégâts de la base de son propriétaire. Donc on va retirer 1 point de dégâts de la base. Sur leur carte de leader, les joueurs auront aussi accès pendant la partie à une action épique qui est propre à leur leader, qui va leur servir à déployer leur leader sur le champ de bataille. C'est une action qui est spéciale puisqu'elle ne coûte pas de ressources pour pouvoir l'utiliser. Par contre, on doit avoir un minimum de ressources en notre possession. Dans le cas de l'action épique de Luke Skywalker, donc si le joueur contrôle 6 ressources, il peut décider de prendre son action pour activer cette action épique. S'il le fait, il va retourner sa carte de leader de l'autre côté, du côté unité, et il va aller la placer dans l'arène de combat terrestre, comme une unité de combat. Contrairement aux unités normales, notre héros va arriver sur le champ de bataille redressé, donc il pourra être utilisé pour attaquer dès cette phase d'action. Lorsqu'il est déployé, il est toujours du côté redressé, peu importe de quel côté était sa carte de leader avant d'activer l'action épique. Les leaders sont des unités très puissantes avec des habiletés et évidemment beaucoup de points de vie et d'attaque. Et c'est aussi une unité qui ne coûte pas de ressources à déployer. On doit seulement atteindre le minimum de ressources demandées par l'action épique. Si jamais notre leader est vaincu sur le champ de bataille, à ce moment-là, sa carte n'est pas placée dans notre défausse. Elle sera tout simplement retournée sur son côté leader dans notre zone de jeu. Et à ce moment-là, on va aller placer un jeton action épique utilisé sur la case de l'action épique de cette carte. Cette action est donc seulement disponible une fois par partie. Et la partie va se continuer, on va enchaîner les rounds de jeu jusqu'à temps qu'un joueur réussisse à attaquer son adversaire pour faire assez de points de dégâts pour détruire sa base. À ce moment-là, ce joueur va remporter immédiatement la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Star Wars Unlimited. Je vous reviens avec des informations supplémentaires sur le jeu et mon opinion personnelle. Comme dans tout bon jeu de cartes à collectionner, on retrouve aussi plusieurs mots-clés sur les cartes qui sont indiqués en rouge sur les cartes pour bien les repérer. Donc, dans le premier set du jeu, l'Étincelle de la Rébellion, on retrouve déjà 8 mots-clés sur les cartes. Le premier est le mot-clé Aplomb, qui va donner 1 point de puissance par dégât qui est sur cette unité. Donc, cette unité, si elle est endommagée, elle va devenir très forte à l'attaque. On a le mot-clé débordement qui va faire que les dégâts excédentaires qu'on va appliquer sur une unité adverse seront transmis sur la base de notre adversaire. On a ensuite le mot-clé embuscade. Lorsqu'on va jouer une carte embuscade, on peut la redresser immédiatement. Donc, c'est évidemment sur les unités. Donc, on peut redresser cette unité et attaquer immédiatement une autre unité. On ne peut pas prendre l'habilité embuscade pour attaquer la base de notre adversaire. Il faut obligatoirement qu'il y ait une unité d'enjeu pour déclencher l'habileté. Le mot-clé protégé va nous donner un jeton de bouclier directement lorsque l'unité sera jouée. Ensuite, le mot-clé raid va nous donner une valeur de plus à l'attaque lorsqu'on est l'attaquant. Donc, si exemple on a raid 2, ça veut dire
dire qu'on va gagner plus 2 d'attaque lorsqu'on va être l'attaquant. On a le mot-clé récupération, donc si j'ai une unité qui a récupération 2 à chaque fois qu'elle va attaquer, je vais pouvoir soigner ma base de 2 points de dégâts. Le mot-clé sentinelle qui va faire qu'on doit attaquer obligatoirement les unités qui ont sentinelle dans une arène de combat avant d'attaquer les unités qui n'ont pas le mot-clé sentinelle. Et évidemment, on ne peut pas viser aussi la base de notre adversaire s'il y a une unité avec sentinelle dans l'arène de combat où on se trouve. Et finalement, on a le mot-clé saboteur, qui est un mot-clé qui va se déclencher lorsque l'unité sera l'attaquant. Et elle va premièrement ignorer les mots-clés sentinelle, donc elle va pouvoir choisir sa cible comme d'habitude. Et en plus, elle va défausser les jetons boucliers de sa cible avant d'infliger les dégâts. Donc avant de vous dire ce que j'ai pensé du jeu, on va donner quelques petites informations sur le jeu et qu'est-ce qu'on va retrouver dans les différents produits au lancement du jeu officiel qui sera le 8 mars 2024. Donc, premièrement, le kit de démarrage, comme j'ai ici présentement. Donc, c'est un kit de démarrage qui va être autour de 40$ en magasin au Canada. Et vous allez retrouver à l'intérieur 2 decks de cartes complets pour pouvoir jouer. Donc, le deck de cartes avec Luke Skywalker comme leader et le deck de cartes avec Darth Vader comme leader. Chacun des decks va avoir 50 cartes aussi à l'intérieur dans les différentes affinités qui sont données au leader et à la base. Donc, vous allez avoir dans le fond des cartes des 6 couleurs d'affinité qui sont mélangées là, dans ces 2 decks-là. Chacun des decks va avoir 3 couleurs sur les 6. En plus de cela, vous avez 3 cartes expérience que vous pouvez placer sur les unités lorsque vous avez des effets de jeu qui vous donnent +1/+1. Et je viens de réaliser que de l'autre côté sont les fameux jetons boucliers que je cherchais tant. Donc de l'autre côté, vous avez l'effet bouclier que vous pouvez mettre sur une carte. Donc voilà, on trouve quand même tout le temps des affaires. En plus de ça, vous avez des petits jetons en carton pour les points de dégâts. Vous avez le jeton d'initiative et vous avez 2 jetons pour montrer que vous avez utilisé votre action épique. En plus de cela, vous avez 2 petites boîtes de rangement de decks en carton qui sont quand même d'un carton bien épais, fait qu'ils sont quand même très sympathiques. Donc vous avez tout ça à l'intérieur du kit de démarrage que vous pourrez vous procurer en magasin. Et en plus de tout ça, dans le kit de démarrage, vous avez aussi un petit tapis de jeu en carton, non, en papier plutôt. Donc vous avez les endroits pour placer vos cartes et vous avez aussi des aides de jeu sur les phases de jeu, les effets, les mots-clés. Fait que vous avez des beaux aides de jeu sur ce tapis de jeu, mais il est en papier. Bon, heureusement, vous pouvez le retourner de l'autre côté et faire aussi un beau poster. Fait que vous en avez un évidemment avec l'image de Darth Vader et vous en avez un deuxième avec l'image de Luke Skywalker. Donc ça aussi, c'est inclus dans le kit de démarrage. Ensuite, vous allez avoir évidemment la formule d'acheter des boosters si vous voulez obtenir de nouvelles cartes pour pouvoir construire vos decks ou essayer des nouveaux leaders. Donc, les boosters devraient se détailler autour de 5,99$ en magasin ou bien à 129,99$ pour une boîte de 24 boosters. Si jamais vous voyez des prix de fou ou démesurés au lancement qui sont loin de ça, évitez évidemment de vous procurer à des prix démesurés. Chacun des boosters va contenir 16 cartes et évidemment, comme tout bon jeu de cartes à collectionner, on va avoir des raretés différentes de cartes. Les raretés sont indiquées dans le coin en bas de la carte avec une petite lettre qu'on va retrouver pour nous dire c'est quoi la rareté de la carte. Donc, dans un booster, on va toujours avoir 9 cartes communes. Évidemment, les communes qui sont les cartes les plus faciles à obtenir, qui prennent plus que la moitié du booster. Vous avez ensuite 3 cartes uncommon, donc le deuxième niveau de rareté. Vous aurez ensuite une carte soit rare ou légendaire, qui sont 2 raretés évidemment plus hautes. Et vous allez aussi avoir une carte leader ainsi qu'une carte base dans chacun des boosters. Et finalement, la 16e carte sera une carte foil, donc une carte avec un petit effet là, brillant dessus. Et ça peut être n'importe quelle rareté de carte pour la carte foil. Au niveau des cartes légendaires, qui sont les cartes de gameplay les plus rares, vous allez avoir un ratio de 1 carte légendaire pour 8 boosters, donc environ un ratio moyen de 3 cartes légendaires dans une boîte de boosters. En plus de cela, on aura aussi des cartes avec des visuels alternatifs et on en a beaucoup, donc c'est quelque chose qu'on a misé beaucoup dans ce jeu-là. On va avoir ce qu'on appelle les cartes de variante hyperespace, donc c'est quelque chose qu'on va retrouver de façon commune à l'intérieur des boosters. La façon de les reconnaître, c'est que les cartes n'auront pas les bandes noires qu'on retrouve généralement sur les cartes, donc ça va nous indiquer que ce sont des cartes avec des visuels alternatifs.
De plus, on retrouve le numéro de chaque carte dans le set qui est inscrit en bas de la carte. Par exemple, la carte Chewbacca, c'est la carte 196 sur 252. Donc, il y a 252 cartes dans le premier set. Donc, si vous avez un numéro de la carte 300, par exemple, ben, la carte 300, comme elle dépasse le numéro du set, ça veut dire que c'est une carte avec un visuel alternatif, tout simplement. On parle d'un ratio de 2 cartes variantes hyperespace à chaque 3 boosters, donc ça revient quand même fréquemment et on a évidemment misé beaucoup sur des visuels alternatifs. Mais on a un type de carte évidemment qui sera le type de carte le plus rare, qui est une variante visuelle pour les cartes leader qui s'appelle les cartes showcase. Donc si vous trouvez une carte leader et qui n'a pas les bandes noires autour, ça veut dire que c'est une carte showcase. Les cartes showcase vont être les cartes les plus rares. On parle d'un ratio de 1 carte pour 12 boîtes de boosters, donc 12 boîtes de 24 boosters, donc un ratio de 1 carte en 288 boosters. Donc si vous tombez là-dessus, une carte leader qui n'a pas de bande noire, c'est évidemment une carte hyper rare qui devrait prendre beaucoup de valeur. Dans le kit de démarrage avec les 2 starter decks, vous avez aussi une rareté associée au starter. Donc vous avez des cartes qui vont avoir la lettre S dans le coin de la carte. Ça veut dire que ces cartes-là se retrouvent exclusivement dans les starters, donc dans le kit de démarrage, et que vous ne les retrouverez pas dans vos boosters. Par contre, les cartes de rareté starter sont déjà en 3 exemplaires dans les starters, donc vous pourrez les inclure ensuite en construisant vos decks. Comme c'est un jeu de la gamme Fantasy Flight Games qui est associé à Asmodée, ils ont évidemment fabriqué plein d'accessoires de jeu pour rendre l'expérience plus agréable. Donc la gamme Game Genix qui est associée à Star Wars Unlimited. Donc vous pourrez vous procurer dans le Game Genix des boîtes pour contenir vos decks, donc des petites boîtes magnétiques. On a une boîte simple, on a une boîte double. Vous avez un set de jetons en acrylique aussi qui sont quand même très bien. Vous avez aussi des sleeves avec des visuels de Darth Vader et de Luke Skywalker que vous pourrez vous procurer avec le premier set, ainsi que aussi des tapis de jeu. Il y a même un des 2 tapis de jeu qui est double, que vous pouvez avoir les cartes des 2 adversaires, un en face de l'autre. D'autres tapis avec juste du visuel qui est vraiment très beau. Et vous avez certains tapis avec justement les zones de dessiner où placer notre carte leader, notre carte base, notre deck et tout ça, notre zone de ressources. Donc différents styles de tapis de jeu si c'est le genre de choses que vous aimez. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu si on regarde le gameplay en tant que tel? Donc Star Wars Unlimited, c'est évidemment un jeu que j'attendais beaucoup, étant un grand fan de Star Wars et étant un grand fan de jeux de cartes. J'ai eu la chance de l'essayer cet été à Gen Con, donc ça fait quand même plusieurs mois que j'y ai déjà joué. C'était des decks de démo à Gen Con, donc c'était pas des decks complets, c'était des decks seulement de 30 cartes, qui n'avaient pas nécessairement tous les types de cartes, ou que les cartes n'étaient pas encore finalisées dans leurs habiletés, dans leurs choses, mais c'était assez pour pouvoir essayer le jeu et de voir un petit peu la mécanique et la structure du jeu. Premièrement, la chose que j'aime, c'est la petite twist du leader. Donc, le fait qu'on assigne un leader à notre deck. Ce leader-là et notre base vont aussi nous donner les couleurs de cartes qu'on voudrait mettre dans notre deck. On peut dépasser ces couleurs-là. Je trouve ça aussi quand même intéressant pour le côté deck building, donc de construire nos decks avant la partie. Le fait que tu peux quand même inclure une carte qui n'est pas dans tes couleurs, mais elle va avoir une pénalité. Donc, il faut que tu payes 2 ressources supplémentaires pour jouer cette carte-là. S'il te manque un symbole, s'il te manque 2 symboles, ben là, il faut que tu payes 4 ressources supplémentaires, mais tu as quand même l'option de le faire, fait que tu pourrais quand même créer des combos avec une carte qui n'est pas des mêmes couleurs que ton deck, fait que ça, je trouve ça quand même brillant comme système. Donc, le leader est vraiment cool. Le fait aussi que le leader a une habileté qu'on peut utiliser au début de la partie quand il n'est pas déployé. Et évidemment, la mécanique de l'action épique qui est quand même très thématique. Donc, de voir que ton leader va lui-même débarquer sur le champ de bataille, il va devenir une unité qui est quand même assez forte, qui va arriver quand tu as 6, 7, 8 ressources, dépendamment du leader. Il y a peut-être des leaders un peu plus faibles aussi là, dans les autres. J'ai évidemment juste accès au kit de démarrage pour l'instant. Mais on va quand même avoir dans le set numéro 1, 18 leaders différents. Puis comme il y a un leader dans chacun des boosters plutôt, ben je pense que c'est des cartes qui vont être faciles et qui vont être accessibles, les cartes leaders, pour justement qu'on puisse les essayer et essayer de forger des decks avec ces différents leaders-là, ces différentes combinaisons de couleurs-là.
Même chose avec les bases, c'est des cartes qui sont communes, donc on va avoir toutes les bases de chaque couleur, on va facilement les retrouver. Mais on va aussi avoir des bases qui sont rares ou qui vont être d'autres raretés, qui n'auront pas nécessairement 30 points de vie. Donc on va pouvoir avoir des bases avec moins de points de vie, mais qui vont avoir une habileté. Fait que ça aussi, ça va être intéressant de pouvoir combiner les habiletés leader avec les habiletés des bases. Je trouve que c'est un concept très cool. Honnêtement, moi j'aime bien le côté visuel qu'ils ont choisi pour le jeu, le style cartoon. Je trouve que ça fait différent de tout ce qu'on a vu dans les jeux de Star Wars depuis les dernières années. Je pense que certaines cartes sont très bien réussies. Il y en a d'autres qui manquent peut-être un peu de finition, un peu de détail, mais bon, c'est sûr qu'il y a plusieurs artistes différents qui ont travaillé sur les cartes, mais en général, j'aime bien le style cartoon qu'ils ont donné. Je sais que beaucoup de gens sur le web crient un peu à ce style visuel-là, puis ils l'aiment pas beaucoup, mais pour moi, je le trouve quand même très sympathique. Une des grosses forces d'un jeu comme ça, c'est, je pense, son système de ressources. Là, ils sont allés vraiment au plus simple. N'importe quelle carte peut devenir une ressource. Et tu pars avec 2 ressources. Fait qu'on dirait que ça kickstart la game. Souvent, dans ces jeux-là, ben, ça commence. On peut jouer une ressource au premier tour, la deuxième au deuxième, puis ça enchaîne comme ça. Dans le jeu-là, on commence avec 2 ressources. Fait que je trouve ça quand même intéressant, le début de partie. Puis c'est le fun aussi qu'on peut en rajouter une à chaque round, on peut rajouter une ressource. Donc, je peux choisir n'importe quelle de mes cartes, fait que je peux m'adapter dans des situations. Des fois, telle carte, je pense que ça sera pas super utile contre cet adversaire-là. Ou dans cette situation-là, j'ai vraiment besoin de cette carte-là, je peux pas la mettre en ressource, je vais aller mettre une autre. Fait que ça laisse beaucoup de flexibilité sur le système de ressources, donc tu manqueras jamais de ressources parce que n'importe quelle carte peut devenir une ressource. Fait que tu vas avoir ta ressource qui va s'ajouter à chaque tour jusqu'à temps que tu décides de plus en mettre pour évidemment plus te concentrer sur jouer des cartes vers la fin de la partie et tenter de remporter puis détruire la base de ton adversaire. Fait qu'un système de ressources ultra flexible, encore plus que celui de l'Arcana, parce que dans l'Arcana, tu as des cartes qui peuvent être en crabe, d'autres non, alors que dans Star Wars Unlimited, n'importe quelle carte peut devenir une ressource. Donc on a enfin trouvé une utilité pour C3PO. J'aime beaucoup la structure des rounds pour ce jeu-là et ça fait différent des autres jeux de cartes d'affrontement à 2 joueurs comme ça. Souvent, le classique, c'est qu'on joue un à tour de rôle plutôt, puis à chaque tour, on peut ajouter justement une ressource supplémentaire, puis là, on va tranquillement augmenter vers des cartes qui coûtent de plus en plus de ressources et qui sont de plus en plus puissantes. Dans ce jeu-là, en fait, on a repris presque intégralement le système de Star Wars Destinies, qui avait été aussi fait par la compagnie Fantasy Flight Games, fait qu'ils sont partis un peu du système de Destinies parce que c'est la même structure, le fait qu'on prend une action chacun à tour de rôle. Une action peut être de jouer une carte, mais une action peut être aussi d'activer une carte. Donc ça devient très tactique comme jeu. J'aime beaucoup le flow du jeu, le fait qu'on choisit juste une action, puis justement ça revient rapidement à notre tour de jeu. Donc c'est vraiment un ping-pong très fréquent entre les deux adversaires. Puis là, il faut vraiment s'adapter. Là, je vais jouer telle affaire, mais là, je devrais-tu activer mon unité avant que l'autre me le tue? Parce que si je le fais pas, ben là, je pourrais pas l'activer de cette manche-là. Fait qu'il y a vraiment un côté très tactique à l'intérieur de ce système d'action-là qui est vraiment back and forth entre les deux adversaires. Fait que ça, je l'aime beaucoup. C'était évidemment le même tempo dans Star Wars Destinies. Donc, ils ont vraiment repris un système qui était le fun, puis qui est aussi très différent des autres jeux de cartes dans ce style-là. On a aussi la petite twist d'avoir 2 arènes de combat, l'arène sur Terre, donc terrestre, et l'arène spatiale. C'est évidemment très thématique Star Wars, d'avoir les combats dans l'espace avec les vaisseaux autour, et on a les combats évidemment sur la Terre avec les personnages et les unités terrestres. Fait que c'est quand même, ça sert bien la thématique, puis ça fait aussi différent dans ce style de jeu-là que d'avoir un seul gros champ de bataille. Évidemment, un jeu de cartes comme ça mise beaucoup sur la thématique, donc je pense que comme fan de Star Wars, on va vraiment se régaler à découvrir toutes les Easter eggs qu'on a cachés dans les cartes, c'est ça, dans les habiletés, les personnages, les effets de cartes, les petits textes des effets de cartes. Et évidemment, ma carte favorite côté thématique, c'est la carte « Je suis ton père ». Une phrase évidemment thématique de Star Wars, mais une phrase qui résonne dans tout le monde du cinéma, qui est un classique. Et l'effet qu'ils ont donné à cette carte-là est tellement drôle côté thématique. C'est le genre de choses que je vais chercher à voir dans les cartes, justement, qu'est-ce qu'ils ont donné comme petite saveur thématique. Donc la carte « Je suis ton père », tu peux faire 7 points de dégâts à une unité, mais si l'autre joueur dit « Non », à ce moment-là, tu ne fais pas de dégâts, et ça te permet de piger 3 cartes à la place. Donc, il y a quelque chose de vraiment drôle dans cet effet de carte-là. Puis c'est le genre de choses que je veux voir à l'intérieur de ce jeu-là. Donc, je veux les voir creuser encore plus sur la thématique. Je vais être surpris comme fan. Je veux me régaler dans ces petits œufs de Pâques que je vais découvrir à l'intérieur des effets de cartes. Ou de voir qu'ils ont associé tel effet à tel personnage pour lui rendre justice. Donc, c'est toujours le genre de choses qui est vraiment le fun à découvrir dans un jeu de cartes comme ça. Je
pense qu'ils ont fait vraiment des bons coups. J'ai hâte de voir avec les autres cartes là, à l'intérieur du set là, lorsque je vais recevoir évidemment mes boosters. C'est un jeu de cartes à collectionner, mais on a aussi des variantes pour faire des systèmes de draft. Donc, on a des drafts ouverts. Les règles sont déjà sorties sur le site officiel. Site officiel qui d'ailleurs aussi est une base de données où on peut rentrer notre collection, on peut rentrer nos decks et nos choses. Fait que c'est quand même très bien fait aussi pour le lancement. C'est toujours sympathique d'avoir accès à ça comme outil. On a aussi quelqu'un qui a fait une application maison sur téléphone où on peut aussi rentrer nos decks, nos choses comme ça. Fait que ça, c'est des genres de ressources vraiment intéressantes pour ce type de jeu-là. Donc, sur le site officiel, vous avez les règles du jeu, évidemment, de joueurs. Vous avez évidemment un livret de règles aussi qui vient dans le kit de démarrage. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais il est quand même fourni un livre physique. Fait que ça, c'est toujours le fun à avoir. Et vous allez avoir les règles sur le site officiel pour les drafts. Donc, les drafts ouverts dans le sens où on va ouvrir un booster, on va choisir une carte et après ça, on va passer le reste des cartes du booster. Et comme ça, on va faire rouler les boosters jusqu'à temps qu'on ait drafté toutes les cartes. On va se construire un deck de 30 cartes en mode draft. Donc, un deck qui est quand même plus petit parce qu'on a accès à un moins gros bassin de cartes. Où on a la variante Draft Seal. À ce moment-là, tous les joueurs vont recevoir 6 boosters, vont s'ouvrir 6 boosters et vont se construire un deck avec ces 6 boosters-là. Donc, c'est deux variantes qui sont proposées sur le site officiel pour pouvoir faire des événements justement dans vos boutiques locales ou avec vos amis. Vous achetez une boîte de boosters puis on fait une soirée de draft. C'est des choses qui sont le fun parce que tout le monde part sur le même pied d'égalité dans une soirée comme ça. T'as pas le gars qui a un deck à 500$ qui arrive puis qui pète tout le monde. Donc, c'est vraiment, je trouve, des formats qui sont intéressants puis qui sont le fun, qui nous font passer un bon moment, même si on veut pas se lancer à fond dans un jeu de même. Mais je pense que le format de draft, c'est, je pense, un peu plus fun pour des joueurs plus casual. Pour les côtés négatifs, j'aime bien ce qu'ils ont mis dans le kit de démarrage. La seule affaire que j'aime moins, c'est peut-être la qualité des jetons. Pour vrai, c'est vraiment misérable, la qualité des jetons qu'on met à l'intérieur. On aurait pu au moins se forcer à mettre des jetons d'un carton respectable. Ça, c'est, je trouve, honteux de fournir ce type de jetons-là, tellement c'est minable la qualité. Pour les tapis de jeu en papier, l'idée est bonne d'avoir les informations, les aides de jeu en bas, mais ça reste que c'est un tapis en papier, ça va s'abîmer super vite. Puis c'est pas super durable dans le temps, donc bon, c'était une semi-bonne idée ça aussi, mais quand même, ils ont fait un bon coup avec les petites boîtes de deck à l'intérieur du kit de démarrage. Évidemment, un jeu de cartes à collectionner, c'est comme un éléphant dans une pièce. La plus grosse affaire on va parler, c'est évidemment le côté monétaire. C'est des jeux, évidemment, que la distribution des cartes est très aléatoire. On a un système, évidemment, de rareté des cartes. Les cartes les plus rares, donc les cartes légendaires, c'est souvent les cartes les plus fortes. Les cartes que tu veux construire ton deck autour de ces cartes-là. Tu peux mettre jusqu'à 3 exemplaires de ta carte dans ton deck, donc souvent ça va te prendre 3 cartes légendaires de tel type parce que tu veux la mettre dans ton deck 3 fois pour avoir plus de chances de la sortir ou parce que son effet est très fort puis tu veux la jouer plus souvent. Donc c'est évidemment toute cette chasse-là aux cartes rares, le côté monétaire d'un jeu de cartes à collectionner, donc ça coûte cher, acheter des cartes à l'unité évidemment qui sont rares parce qu'on n'a pas beaucoup, sinon ça coûte cher d'acheter des boîtes de boosters puis d'espérer être chanceux, donc ça peut venir rapidement très cher s'investir dans ce type de jeu-là. Fait qu'il faut faire attention, je pense qu'il faut bien se connaître. Si pour vous, vous avez peur de vous lancer là-dedans parce que justement vous ne serez pas capable d'arrêter d'acheter, mais c'est peut-être pas quelque chose qu'il faudrait toucher, ce format-là de jeu de cartes à collectionner. Pour ma part, je vais commencer par le set 1. Pour vrai, j'aime bien le système de jeu, puis je vais me procurer assez de choses pour justement essayer d'avoir le plus de cartes possible dans le set numéro 1, puis de voir comment je peux explorer tout ça. Mais encore une fois, pour moi aussi, à long terme, je peux pas me lancer dans un jeu comme ça, puis d'avoir, je sais pas, 3, 4 sets qui vont sortir à chaque année, puis d'aller acheter plusieurs boîtes de boosters à chaque set. Donc ça devient un investissement d'argent qui est assez immense. C'est ça. Fait que je pense qu'il faut vraiment se poser la question puis de voir aussi selon notre personnalité, selon si on est trop si on est quelqu'un d'un peu compulsif puis qu'on est complétionniste, c'est pas le genre de jeu qu'il faudrait toucher parce que justement d'essayer d'avoir toutes les cartes super rares, les légendaires et tout ça, donc ça devient quand même difficile et ça va demander beaucoup trop d'argent. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc lancer notre concours du lundi pour le mois de mars 2024, dans lequel vous pourrez gagner un kit de démarrage de Star Wars Unlimited. Donc, avant de vous dire comment participer, on va annoncer le gagnant du concours du mois précédent. Donc, on faisait gagner le jeu Gold Oblivion avec un tapis de jeu. Donc, la gagnante pour Gold Oblivion, il s'agit de Virginie Gagnon. Donc, félicitations Virginie, tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées qu'on puisse t'envoyer ton prix. Pour ce mois-ci, c'est très simple. Dans la vidéo de chaque lundi, vous aurez une question du jour et si vous répondez à la question du jour en commentaire YouTube sous la vidéo, vous allez enregistrer une participation au concours. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5 $, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre personnage favori de l'univers de Star Wars? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon avec des petits dons mensuels, ce qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je souhaite à tous une excellente fin de journée et que la force soit avec vous.